Salut à toutes et à tous. Donc, je me présente l'enseignant Hamid Chkih de la direction provinciale de l'Aïon, Académie régionale de l'Aïon Sarkia al-Hamra. Donc, dans le cadre du soutien scolaire, je vous propose aujourd'hui de traiter un exercice qui porte sur la génétique pour les filières scientifiques, à savoir SVT, sciences physiques et sciences maths. Comme j'ai dit, cet exercice porte sur la génétique. Donc, on va essayer de traiter cet exercice. Donc, on a les données. Donc, pour mettre en évidence l'effet de certains phénomènes biologiques sur la transmission de l'information génétique lors de la formation des gamètes, chez les êtres vivants diploïdes, on propose l'exploitation des données suivantes. Donc, dans le cadre de la génétique, plus particulièrement de la transmission par voie sexuée, on va traiter cet exercice qui porte sur le phénomène de la méiose et de la fécondation. Donc, on a les figures des documents ci-dessus représentent certaines phases d'un phénomène biologique chez une cellule animale dont la formule chromosomique est 2n égale à 4. Donc, on a pris cette cellule d'une espèce animale dont la formule chromosomique, pour la simple simplification, on a pris que 2n égale à 4. Donc, on a les quatre figures A, B, C et D. Donc, la première question, on a identifié, en justifiant votre réponse, les phases représentées par le document précédent et déduisez le phénomène biologique étudié. Donc, pour les phases, on a ces quatre phases. Donc, comme vous pouvez voir, on a sur la figure A, on a P1 et P2. C'est quoi P1 et P2? Ce sont deux paires de chromosomes homologues. Comme vous avez bien sûr vu au cours des leçons. Donc, on a une paire de chromosomes homologues et formée de deux chromosomes homologues qui s'apparient. Donc, on parle de l'appariement des chromosomes homologues pour former ce qu'on appelle des tétrades. Donc, c'est une caractéristique principale de la première phase de la méiose, à savoir la prophase 1. Donc, la figure B, vous avez ici la séparation des deux chromosomes pour chaque paire. Donc, chaque chromosome va migrer vers l'un des deux pôles de la cellule. Donc, évidemment, il s'agit d'une anaphase. Et sur la figure C, on a la séparation et la migration des chromosomes. Donc, il s'agit évidemment de l'anaphase. Donc, pour différencier les deux anaphases, à savoir l'anaphase 1 et l'anaphase 2, on va se focaliser sur la structure ou la forme des chromosomes. Comme vous pouvez constater ici, on a ici un chromosome qui est formé de deux chromatides. Donc, on parle de chromosome bichromatidiens, c'est-à-dire formé de deux chromatides sœurs. Donc, évidemment, il s'agira de l'anaphase 1. Alors qu'ici, on a chaque chromosome qu'on a appelé, qu'on appelle chromosome fils, est formé d'une seule chromatide et on parle de chromosome monochromatidien. Et donc, évidemment, il s'agira de l'anaphase 2. Et pour la figure D, on a les chromosomes sont situés sur le plan équatorial de la cellule. Donc, il s'agit de la métaphase. Et puisqu'on a des chromosomes et pas des tétrades, ce sera la métaphase 2. Si on nous a proposé des chromatides, ce sera plutôt des tétrades, ce sera la métaphase 1. Et ici, puisqu'on a des chromatides, des chromosomes situés sur le plan équatorial et pas des tétrades, donc il s'agit de la métaphase 1. Donc ainsi, on peut répondre à cette première question. Donc on a la première question 1. Donc on a la figure A. Il s'agit évidemment de prophase 1. Et pour la justification, parce qu'on a la justification, présence de tétrades. Donc, ces tétrades qui sont bien sûr disposés ou bien ils sont distribués d'une manière, on peut dire, aléatoire au niveau de la cellule et pas sur le plan équatorial de la cellule. Pour la figure B, on a dit qu'il s'agit de l'anaphase 1. Pourquoi l'anaphase 1? Parce qu'on a dit qu'il y a séparation de chromosomes homologues. Donc, on a
séparation des chromosomes homologues sans clivage des centromères. C'est-à-dire, le centromère, il est toujours présent dans chaque chromosome, donc il n'y a pas de division du centromère. Pour la figure C, on a dit qu'il s'agit de l'anaphase 2. Pourquoi? Parce qu'on a dit que chaque chromosome est formé d'une seule chromatide, ou bien on a des chromosomes fils. Donc on a séparation des chromosomes fils après clivage des centromères, c'est-à-dire après que les centromères soient divisés ou bien soient clivés. Et la figure D, la dernière figure, on a la figure D, on a dit qu'il s'agit de la métaphase 2. Parce qu'on a alignement des chromosomes. Pour plus de précision, on peut mettre et pas de tétrades, c'est-à-dire ce ne sont pas des tétrades, ce sont des chromosomes. Alignement des chromosomes sur le plan équatorial de la cellule. Donc ainsi, on a pu identifier chaque phase pour les 4 figures. Et on a la deuxième partie, déduisez le phénomène biologique étudié. Donc évidemment, le phénomène étudié, ça c'est la méiose. Pourquoi la méiose? Parce qu'on a 2 divisions. On a la division, la première division, à savoir la division réductionnelle, représentée par les figures A et B. Et on a la division équationnelle, représentée par les figures C et D. Donc, le phénomène, la deuxième partie, donc ici c'est la première partie, la deuxième partie, le phénomène étudié, tout point, c'est la méiose. Méiose qui est un phénomène fondamental dans la transmission de l'information génétique par voie sexuée. Donc, on passe à la deuxième question. Donc, pour la deuxième question, on a réalisé le schéma de la deuxième possibilité de la disposition de chromosomes de la phase représentée par la figure B, à savoir dans la phase 1 de document, puis déduire le nom des phénomènes responsables des 2 possibilités en indiquant son effet sur la transmission de l'information génétique. Donc, on a ici, lors de la prophase 1, lors de la formation des tétrades, ces tétrades vont se séparer au cours de l'anaphase 1. Cette séparation, c'est quoi? C'est la séparation de chromosomes homologues. Donc, chaque chromosome va se séparer de son homologue. Donc, on a 2 possibilités. Soit le premier chromosome qui est ici en clair, sur le premier pôle de la cellule, alors le deuxième, ça sera le deuxième pôle de la cellule. De même, pour la deuxième tétrade, on a le premier chromosome ici et le deuxième. Donc, la deuxième possibilité, on peut avoir ces chromosomes en clair, le premier ici sur ce pôle, avec le deuxième chromosome de la deuxième tétrade, en clair, sur le même pôle. Donc, ainsi, on aura la deuxième possibilité qu'on va essayer de schématiser sur ici. Donc, la deuxième question. Donc, on va prendre la cellule. Puisqu'il s'agit d'une cellule animale, donc on doit représenter les astères.
Et on a le premier chromosome ici, donc qui est en clair, avec toujours la présence du centromère. Et le deuxième chromosome, c'est-à-dire son homologue sur le deuxième pôle de la cellule. Et ça, ce chromosome, il est représenté par une couleur sombre. Et pour la deuxième paire, c'est la même chose. La paire qui est représentée par les chromosomes de petite taille. On aura ici le premier chromosome et le deuxième qui est sombre dans l'autre pôle de la cellule. Donc, on a C, c'est la première possibilité, et on a ici, c'est la deuxième possibilité, et on va continuer sur le schéma. Donc, et tout schéma doit être annoté, donc on va identifier un certain nombre d'éléments qui sont essentiels. Donc, on a ici la stère, on a ici un chromosome, et pour mettre en évidence, ou bien pour préciser qu'il s'agit d'un chromosome et pas d'un chromosome fils, on va mettre le centromère. Et ici, bien sûr, on a les fibres chromosomiques qui font partie du faisceau achromatique. Donc, c'est le schéma de la deuxième possibilité qu'on peut avoir par le phénomène de la méiose. Donc, la deuxième partie, c'est de diviser le nom du phénomène responsable des deux possibilités. Donc, le phénomène responsable de ces deux possibilités, c'est le brassage. Le phénomène, c'est le brassage interchromosomique. Et la dernière partie, son effet sur la transmission de l'information génétique. Donc, ce brassage interchromosomique, elle permet la diversification de l'information génétique à travers la formation de gamètes qui sont génétiquement différents. Génétiquement différents, c'est-à-dire qu'elles portent des allèles qui sont différents. Donc ainsi, on peut avoir des gamètes qui portent des allèles différents. Et donc, lors de la transmission de l'information génétique d'une génération à une autre, on aura la descendance qui sera différente des parents. Et donc, on a une diversification de l'information génétique en passant d'une génération à une autre. Donc, ça, c'est pour la première partie de l'exercice. On passe à la deuxième partie qui est liée à la transmission des caractères génétiques, ou ce qu'on appelle la génétique mendélienne. Donc, on passe au deuxième exercice. Donc, je vais les relancer. Donc, afin d'étudier le mode de transmission des deux caractères héréditaires, on a que les deux caractères héréditaires chez la drosophile, qui est l'espèce qui est très utilisée dans les croisements, on réalise les deux croisements suivants. Donc, le premier croisement entre des femelles avec des yeux rouges et des ailes droites, qu'on appelle P1, et des mâles aux yeux pourpres et des ailes courbées. C'est le parent P2. La première génération obtenue F1, c'est-à-dire la descendance qui est obtenue de ce croisement, qu'on appelait F1, est constituée uniquement, exclusivement, c'est-à-dire 100% d'individus
avec des yeux rouges et des ailes droites. Comme vous pouvez constater, on a les individus de F1, ils sont identiques, ils sont semblables aux parents P1. Le deuxième, on a remarqué, c'est le croisement inverse du premier croisement dans les mêmes résultats. C'est-à-dire, puisqu'on a les mêmes résultats, donc c'est-à-dire que ce croisement, ou bien ces caractères étudiés, n'ont pas de relation avec le sexe, puisqu'on a le croisement et le croisement inverse donnent les mêmes résultats. Le deuxième croisement, il est effectué entre des mâles aux yeux pourpres et des ailes courbées et des femelles de F1 qui a donné les résultats représentés. Ici, les résultats statistiques. On a 390 drosophiles aux yeux rouges et ailes droites, 380 drosophiles aux yeux pourpres et ailes courbées, 120 avec des yeux rouges et des ailes courbées et 110 avec des yeux pourpres et des ailes droites. Donc, on a l'utilisation des symboles pour les caractères. Donc, en exploitant les résultats des deux croisements, du premier et du deuxième croisement, on va déterminer le mode de transmission de ces deux caractères héréditaires étudiés. Donc, on va prendre la première question. Quand on dit exploitation des résultats, donc on va étudier ces résultats pour déterminer le mode de transmission, c'est-à-dire comment se transmettent ces deux caractères des parents à la descendance, à savoir la génération F1 et puis la génération F2. Donc, si on prend le premier croisement, on a entre des femelles avec des yeux rouges et des ailes droites. Comme vous pouvez constater, on a un caractère lié à la couleur des yeux et un autre caractère qui est à la forme des ailes. Donc, il s'agit évidemment d'hybrider, c'est-à-dire l'étude de deux caractères héréditaires. Donc, cette génération F1 est constituée uniquement, exclusivement, c'est-à-dire 100% d'individus avec des yeux rouges et des ailes droites. Donc, les caractères qui se sont apparus sur la génération F1, ce sont les caractères qui sont dominants. Donc, on va dire que les yeux rouges, ou bien l'allèle responsable des yeux rouges est dominant, alors que l'allèle responsable des yeux pourpres, il est récessif, parce qu'il n'est pas apparu dans la génération F1. De même pour la forme des ailes, on a des ailes droites et des ailes courbées. On a obtenu des ailes droites, donc l'allèle responsable des ailes droites est dominant, alors que l'autre qui est responsable des ailes courbées, qui n'est pas apparu sur la génération F1, il est récessif. Et on a la génération F1, elle est uniquement constituée d'individus à phénotype dominant, donc c'est une génération qui est homogène. Et puisque la génération F1 est homogène, on dit que la première loi de Mendel, elle est vérifiée. Et puisque la première génération est homogène, la première loi est vérifiée, donc les parents sont de race pure. Donc ça, c'est pour le premier croisement. On va noter ces réponses pour le premier croisement. Donc on a la question 3. On va prendre le premier croisement. Donc le premier point, on a la transmission de deux caractères, à savoir le caractère lié à la forme des ailes et le caractère lié à la couleur des yeux. Donc, on a la transmission de deux caractères. Donc, il s'agit d'un dihybridisme qui est opposé au hybridisme qu'on étudie un seul caractère. Donc, le deuxième point, on a dit que la descendance ou bien la génération F1 est homogène, c'est-à-dire que tous les individus ont le même phénotype. Donc, puisque la génération F1 est homogène, donc la première loi de
Mendel, qui stipule que si la génération F1 est homogène, donc les parents sont de race pure. Donc la première loi de Mendel est vérifiée et donc les parents sont de lignée pure ou bien de race pure. Et on va prendre pour les caractères ou bien pour les allèles, puisqu'on a la génération F1, elle est hybride et elle porte les yeux rouges et des ailes droites. Donc, on a la génération F1 est hybride, toujours selon la première loi de Mendel. Donc, l'allèle responsable des yeux rouges est dominant et qu'on va symboliser par la lettre qu'on va choisir, on va utiliser les symboles grand R ou petit r pour le caractère, la couleur des yeux. Puisque c'est un caractère ou bien c'est un allèle qui est dominant, donc on va le symboliser par la lettre R en majuscule. Et on a l'allèle responsable des yeux pourpres qui n'est pas apparu sur la génération F1. Comment il est? Il est récessif. Et donc, il est symbolisé par la lettre petit r. Pour le deuxième caractère, dans la même chose, on a l'allèle responsable des ailes droites. Donc, on a l'allèle responsable des ailes droites et dominant et qu'on va symboliser par la lettre grande D. Alors que l'allèle responsable des ailes courbées, c'est ça, courbées, est récessif et qu'on va symboliser par la lettre petit d, puisqu'on a ici les symboles qui sont proposés dans les exercices, c'est grand D et petit d pour la forme des ailes. Donc c'est le premier croisement, ce sont les conclusions qu'on peut déduire à partir des résultats du premier croisement. Donc on passe au deuxième croisement, toujours dans la première question. Donc on a sur le deuxième croisement, c'est entre des mâles avec des yeux pourpres et des ailes courbées, c'est entre des mâles qui ont un phénotype récessif. On parle des mâles qui sont double récessifs et des femelles de F1. F1, ce sont des individus qui sont hybrides. Donc, évidemment, il s'agit d'un test cross entre les mâles, les femelles de F1 et les doubles récessifs. Donc, c'est un test cross. Donc, certains cas, ce test cross peut être un back cross quand les parents, qui est double récessif, est un parent de la génération F1. Donc, ainsi, on va prendre la deuxième partie de la question toujours 3, c'est des relatifs au deuxième croisement. Donc, on a dit qu'il s'agit d'un test cross, puisqu'il est effectué entre des femelles de F1 et un double récessif. Donc, puis, on a les résultats qu'on a obtenus, on a ces résultats statistiques on va identifier, on va donner les résultats en proportion. Donc, ce croisement
a donné les résultats. Donc, pour le premier caractère, on a des yeux rouges et des ailes droites. Donc, c'est le phénotype grand R, grand D. Le deuxième, c'est des yeux pourpres et des ailes courbées. Donc, petit r, petit d. Et on a le troisième phénotype, c'est des yeux rouges et des orphiles. Donc, des yeux rouges, c'est grand R et petit d courbé. Et on a, la dernière, on a des yeux pourpres, petit r et des ailes droites, grand D. Donc, on va calculer les pourcentages. On a le nombre d'individus, c'est 390, qu'on va diviser par le total qui est 2000 fois 100 et on aura 39% comme proportion. 2000 ici. Donc, on a ici les phénotypes. On a ces deux phénotypes, ce sont les phénotypes recombinés. Et on a ces les phénotypes recombinés, c'est-à-dire qu'ils ressemblent aux deux parents du deuxième croisement. Donc, on a les proportions des phénotypes parentaux sont supérieures aux proportions des recombinés, je veux dire P supérieur à R. Donc, la troisième loi de Mendel n'est pas vérifiée et les deux gènes sont partiellement liés. Ou bien on parle de linkage relatif ou bien de gènes qui sont relativement liés. Donc c'est la troisième question. Donc on passe à la quatrième question l'avant-dernière. Donc donner l'interprétation chromosomique du deuxième croisement en se basant sur l'échiquier de croisement. Donc on va prendre l'interprétation, rapidement l'interprétation chromosomique du deuxième croisement. Hein? C'est la question 4. Donc on a l'interprétation chromosomique. Donc on a les phénotypes. Donc on a le premier parent qui est de F1 avec les deux caractères dominants avec le double récessif. Donc on a les génotypes parentaux bien sûr, puisque les deux gènes sont liés. Donc on va prendre les deux gènes qui sont liés. Celui-là, il est double récessif, donc obligatoirement il est de race pure. Alors que F1, ils sont hybrides, donc ils ont les allèles qui sont différents. Donc on a les gamètes. Donc cet individu qui est double récessif, il donne un seul type de gamète avec une proportion de 100%, alors que l'hybride va donner 4 types de gamètes par le biais de brassage intrachromosomique, puisqu'on a ici des allèles avec les proportions qu'on a pu calculer lors des résultats obtenus par les résultats statistiques. Donc on a ici 39%, 38%. Pour les yeux rouges, c'est 12%. Et à la fin, on a 11%. Donc on passe à
la fécondation et on va réaliser l'échiquier de croisement. Ainsi, on va avoir l'échiquier donc on va mettre ici les deux parents, c'est-à-dire ici on a F1 et ici c'est le double récessif. F1 qui a donné 4 types de gamètes, des gamètes à phénotype parental et des gamètes à phénotype recombiné, avec les mêmes proportions qu'on a calculées, c'est-à-dire ici 39 et 38, 12 et 11. Pour le deuxième parent qui est double récessif, il va produire obligatoirement, puisqu'il est de race pure, on va produire un seul type de gamète avec la proportion de 1 ou bien de 100%. Et on va prendre ici les différents génotypes de la descendance. Et on va, toujours sur l'échiquier, on va donner les phénotypes. Donc on a ici grand R, grand D, c'est-à-dire grand R, grand D. Et c'est le double récessif. Ce sont ces deux phénotypes parentaux. Et on a ici les deux phénotypes recombinés. Donc R avec petit d parce que c'est le dominant. Et ici on a petit r avec grand D. Et on va mettre les proportions qu'on a calculées, à savoir ici on a 39%, 38%, ici on a 12% et ici on a 11%. Donc ainsi on a l'échiquier ou bien l'interprétation chromosomique du deuxième croisement et comme vous pouvez voir on a les résultats qu'on a obtenus sur l'échiquier sont conformes aux résultats qui sont obtenus expérimentalement. Donc on va dire la conclusion très connue c'est que les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. Donc la dernière question. Donc on va mentionner ici que les résultats expérimentaux, on va la noter comme conclusion finale. Les résultats théoriques, c'est-à-dire qu'on a eu avec l'interprétation chromosomique, sont conformes aux résultats expérimentaux qu'on a eu lors ou bien à partir du résultat statistique du croisement. Donc on passe à la dernière question. La dernière question, on va la faire très rapidement. Établissez la carte factorielle des deux gènes en mettant en évidence les étapes à suivre. Donc comme vous le savez tous, pour réaliser la carte factorielle, on doit tout d'abord calculer la distance génétique. La distance génétique qui reflète le pourcentage ou bien la possibilité ou bien la probabilité de la présence du phénomène du crossing over responsable du brassage intrachromosomique. Donc la dernière question, donc la première partie c'est le calcul de la distance. C'est très simple. La distance, elle représente le pourcentage des recombinés. Donc on peut la mettre par exemple ici. TR égale, c'est le pourcentage des recombinés. On a 120 plus 110 sur le total. On va multiplier par 100 pour avoir un pourcentage. Donc on aura 23%. 23%, c'est le nombre des phénotypes recombinés. Donc, la distance est 23
CMG, centimorgans. Et en dernier lieu, on a la carte factorielle. C'est très simple à établir. Donc on va représenter le chromosome. Sur le chromosome, on va mettre le premier gène responsable de la couleur des yeux et le deuxième qui est responsable de la forme des ailes. Le premier gène, il est représenté par les deux allèles, grand R et petit r, et de même pour le deuxième. Ainsi, la distance qu'on a pu calculer, qui est de 23 cm, G, et ainsi on a établi la carte factorielle relative à ces deux gènes qui sont partiellement liés. Donc, ainsi prend fin notre séance d'aujourd'hui, notre séquence. Donc, dans l'attente d'une autre occasion, allez, je vous souhaite bonne chance et portez-vous bien. Et à bientôt.